Après 11 jours d'affrontement, le cessez-le-feu entre Israël et Hamas semble tenir. Mais le bilan est lourd en termes humains, mais aussi politiques. Dans cette région du monde, je me garderai des conclusions hâtives et définitives, mais on a quand même vu une communauté internationale qui a montré son impuissance. On a vu que les responsables palestiniens en Cisjordanie du Fatah apparaissent quand même très déconsidérés par rapport au Hamas qui a tiré parti de la situation cyniquement et habilement. On a aussi vu quand même que l'idée du Premier ministre israélien de dire que la question palestinienne avait disparu a été quand même battue en brèche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces prémices pas très optimistes, pas très encourageants? Pour nous en parler, nous recevons Alain Frachon, chroniqueur diplomatique au Monde, dont il fait aussi directeur, ancien correspondant à Jérusalem et à Washington. Bonjour Alain Frachon. Bonjour François. Ma première question, dans un de vos derniers éditos, vous écriviez « Laissés seul à seul, Israéliens et Palestiniens n'arrivent à rien, sinon à de récurrentes catastrophes, des guerres après des guerres, tous les 3 ou 4 ans. » Première question, mais qui peut intervenir dans ce conflit qui semble inextricable et pourquoi faire? On se moque souvent, ou on s'est beaucoup moqué de ce qu'on appelait le processus de paix, entre guillemets. On avait raison de s'en moquer parce qu'il y avait souvent plus de processus que de paix. C'était une critique parfaitement acceptable. Mais du moins, y avait-il une sorte de forum, en général parrainé par les États-Unis à partir des années 90, 1990, avant parrainé souvent par, de manière un peu plus large, par 4 puissances, l'Union européenne, la Russie, l'ONU et les États-Unis. Il y a eu plusieurs formats, mais il y avait une table où l'on pouvait discuter, il y avait une institution à laquelle il fallait d'une manière ou d'une autre référer, il y avait un lieu de rencontre. Alors c'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de paix, il y avait du processus. Mais l'histoire montre que si vous enlevez ça, vous créez un vide. Et que ce vide, au Moyen-Orient, il est remplacé par de la violence, à un moment ou à un autre. Et de nombreux Israéliens disent cela eux-mêmes, les Palestiniens le disent aussi parce qu'ils considèrent que, étant la partie la plus faible, ils ne veulent pas se retrouver dans un dialogue direct en face à face avec les Israéliens. Qui n'existe plus non plus. Qui n'existe plus non plus, de toute manière, et qui n'est pas à leur avantage, puisqu'ils sont la partie la plus faible dans le dialogue, dans cette rencontre. Et ça n'existe plus. Alors, le dernier parrain, c'était les États-Unis. Et puis, à partir de George Bush Jr., les États-Unis cessent d'être le parrain dans la mesure où ils soutiennent officiellement et de manière, comment j'allais dire, partiale, mais ils ne sont plus ce qu'on a appelé l'honnête médiateur. Et ils le disent d'ailleurs. Ils le disent, non, nous sommes à fond du côté des Israéliens, nous ne pouvons plus être l'honnête médiateur. Et ils ne sont plus l'honnête médiateur. Obama essaye de recommencer l'honnête médiateur. Il essaye pas beaucoup. Il essuie un échec, il se retire immédiatement. Et Trump, lui, c'est plus intéressant, il ne prétend aucunement être un honnête médiateur. Il soutient sans réserve la partie israélienne, c'est-à-dire le gouvernement de droite et de droite, composé par Benjamin Netanyahou. En partie pour des raisons de politique intérieure. En plus. Pour des raisons de politique intérieure, peut-être à cause du bloc d'évangéliques qui représentent des protestants évangéliques qui sont les plus forts soutiens d'Israël aux États-Unis et qui représentent 25% de l'électorat républicain. Donc c'est beaucoup. Mais lui, en revanche, va favoriser ou parrainer la suite de la normalisation entre Israël et le monde arabe. On pourra en parler tout à l'heure. Mais en ce qui concerne le plan qu'il propose aux Palestiniens, il est tellement unilatéral que personne ne le soutient chez les Palestiniens. Et enfin, dernier élément, les Palestiniens sont responsables aussi de ce vide. Parce que le mouvement national palestinien est divisé. Non seulement il est divisé, mais il n'est pas divisé comme deux courants au sein du Parti socialiste français. Il est divisé entre deux adversaires qui se battent les armes à la main. Mais cette analyse, ça veut dire que la question palestinienne peut être mise sous le tapis, peut disparaître, peut être comme ça négligée par
bon, par les États-Unis, mais par l'Europe, par... Écoutez, en tout cas, c'est ce qu'on a cru. En tout cas, c'est ce qu'on a cru, je veux dire, pas seulement le Likoud, le vieux parti de la droite israélienne, pas seulement la droite de la droite israélienne, mais aussi, comme vous dites, prenons les grands pôles de puissance, pôles entre guillemets, parce que ce ne sont pas tous des pôles de puissance, mais prenons ces grands pôles sur la scène internationale. Les États-Unis, on l'a vu, ils se sont retirés. Biden, il n'a pas envie d'y mettre la main. Il est très prudent. Il sait qu'il n'y a que des coups à prendre. Le secrétaire d'État américain Blinken est en ce moment au Moyen-Orient, mais il n'est pas là pour régler la question israélo-palestinienne ou pour relancer une négociation israélo-palestinienne. Il est là, a-t-il dit, pour s'assurer du maintien et de la durabilité du cessez-le-feu. Donc les États-Unis, relativement indifférents à la question israélo-palestinienne, ils n'ont pas envie de s'y remettre. La Russie, totalement indifférente à la question israélo-palestinienne. Très bonne relation avec Netanyahou. Poutine entretient de très bonnes relations avec Benjamin Netanyahou. Les Chinois sont un des principaux investisseurs dans la haute technologie israélienne, sinon le principal investisseur étranger. Et enfin, c'est eux qui ont remporté le marché de l'agrandissement du port de Haïfa. Donc la question palestinienne, ils ont proposé de tenir un dialogue à Pékin hier ou avant-hier. Enfin, personne n'a vraiment relevé cette offre. Et enfin, il y a l'Union européenne, et l'Union européenne, c'est la même chose. Elle ne s'implique pas dans cette question-là. L'Union européenne, elle a des moyens de pression, mais elle ne s'en sert pas. Elle a des moyens de pression sur les deux parties, les Palestiniens et les Israéliens. Mais elle ne s'en sert jamais. Et donc, voilà, oui, on pouvait croire que dans la mesure où ce conflit, contrairement à ce qu'on a longtemps dit, n'est pas systémique, il n'est pas central, il n'est pas systémique, au sens où, depuis la fin de la guerre froide, depuis la diminution, avec la diminution constante de l'importance du pétrole et du gaz dans nos ressources énergétiques, eh bien, le Moyen-Orient, sur le plan stratégique, n'a cessé de perdre en importance. Et donc le conflit israélo-palestinien ne va pas dégénérer en guerre régionale. En ce sens, ce n'est pas un conflit systémique, ni même un conflit central. Mais l'expérience qu'on a de la région, c'est qu'il faut souvent attendre une crise très forte. C'est ce que disait Henry Kissinger. Il a attendu véritablement que Israéliens et Arabes en 1973, Israéliens et Égyptiens, Israéliens et Syriens prennent la mesure du fait qu'ils avaient été les uns et les autres au bord du gouffre pour entamer une sorte de dialogue qui progressivement va déboucher sur la normalisation entre l'Égypte et Israël en 1977. Donc ça prend du temps. Quant au bilan pour le Hamas, écoutez, en popularité, eh bien, il faut mieux attendre de voir aussi. Vous savez, on avait beaucoup dit, après la guerre entre Israël et le Hezbollah libanais en 2006, que le Hezbollah libanais, qui avait perdu cette guerre, mais était ressorti comme le vainqueur politico-militaire. Il avait résisté à l'avancée israélienne, il avait infligé beaucoup de pertes à Israël. Eh bien, cette aura de vainqueur du Hezbollah n'a pas duré très longtemps. On peut même dire, d'une certaine façon, que l'opération israélienne de 2006 a eu des effets en termes militaires dissuasifs jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous remarquerez que pendant cette crise, pendant ces 10 jours de mai, le Hezbollah n'a pas tiré une seule roquette. Malgré des menaces, quelques rodomontades sur le nord d'Israël, n'a pas ouvert un nouveau front, ni même sur le Golan. Oui, apparemment, c'est ce qu'espère l'armée israélienne, d'avoir là aussi cassé l'arsenal du Hamas. Est-ce qu'il y a un changement un peu aux États-Unis? On voit qu'il y a une partie des démocrates américains, les plus jeunes, qui ont l'air d'être un soutien moins inconditionnel qu'il ne fut à Israël. Il y a certains think tanks qui disent qu'il faut peut-être discuter avec le Hamas. Oui, c'est un mouvement terroriste, mais il représente une partie de la population palestinienne. Est-ce qu'il peut y avoir un changement de ton? Lorsque, c'était à l'époque la communauté européenne, la déclaration de Venise, qui doit dater de 1980, dit il faut négocier avec l'OLP, les États-Unis disent on ne négocie pas avec un mouvement terroriste, et le gouvernement israélien dit on ne négocie pas avec un mouvement terroriste. On a vu que ça n'a pas tenu bien longtemps. Lorsque, de même, il a fallu trouver des arrangements entre Israël et la bande de Gaza, on sait très bien
qu'il y a eu une manière de dialogue indirect, voire de négociation indirecte entre certains États, l'Égypte et le Qatar, et puis le Hamas de l'autre côté, pour le compte d'Israël, dialogue qui était naturellement approuvé par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Donc on ne négocie pas avec un mouvement terroriste. En général, on n'a pas à négocier avec ses amis, mais plutôt avec ses adversaires, quels que soient les moyens qu'il emploie pour vous combattre. Ça, c'est une chose. D'ailleurs, on pourrait dire que l'Union européenne, en 2007, ou les États-Unis, ont commis une erreur diplomatique en termes de réalpolitik, en disant on ne discute pas avec un mouvement qui réclame la fin d'Israël. Ah bon, mais l'Iran réclame la fin d'Israël, on a tous discuté avec l'Iran, on continue à discuter avec l'Iran. Donc là-dessus, soyons prudents sur on ne discute pas avec un mouvement terroriste. Ensuite, je dirais que aux États-Unis, on a assisté à la confirmation d'un mouvement qui est en cours depuis assez longtemps, et qui est que la communauté juive américaine, alors c'est pas, contrairement à ce qu'on croit, la communauté juive américaine, c'est pas très important en termes électoraux. C'est, je crois, 1% du corps électoral. Donc c'est pas grand-chose. Il y a toujours quelques États, Californie, New York. Oui, New York, Floride, etc. Oui. Mais enfin, c'est quand même pas énorme. Donc cette espèce de complotisme qui consiste à imaginer que le gouvernement américain dépend de la communauté juive parce qu'il en dépend électoralement, est une manière, oui, où ça relève des vieux complots antisémites européens et pas d'autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que le principal allié d'Israël aux États-Unis est dans le Parti républicain. Et ça, c'est nouveau. Et dans le Parti républicain, avec les chrétiens évangéliques, c'est là qu'est le bloc, c'est là qu'est le groupe de pression pro-israélien le plus inconditionnel et celui qui pèse le plus sur la politique américaine. Quant à l'évolution de la communauté juive, c'est clair, c'est pas seulement les jeunes. Elle est, je veux dire, alors qu'il y avait une sorte de, entre guillemets, de légalisme à l'égard d'Israël, c'est-à-dire peu importe le gouvernement israélien, peu importe ce qu'il faisait, on était en droit, surtout au moment des grandes guerres israélo-arabes, on le soutenait inconditionnellement. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. La durée des implantations, le mouvement continu de colonisation, l'absence de processus de paix, d'un autre côté, le poids des religieux dans le judaïsme israélien et sur le gouvernement israélien, le poids de l'ultra-droite aussi, avec toutes les questions sociétales qui peuvent séparer un pays comme Israël d'une ville comme New York ou de la Californie. Eh bien, tout ça a fini par peser et tout ça fait que c'est vrai que le soutien de la communauté juive n'est pas acquis autant qu'il l'était avant, et qu'il l'est même, je ne veux pas dire de moins en moins, mais qu'il l'est de manière de plus en plus relative. J'ai une question qui vous intéresse beaucoup, c'est qu'on arrive à un État binational en Israël, qui est une question ouverte actuellement, même si c'est de 25 ou 30 ans, qui, elle, est également sans solution et qui est lourde aussi de danger pour Israël. On l'a vu avec les... C'est pour ça, je pense qu'il faut en revenir au début de notre conversation. Imaginons que les États-Unis ne reprennent jamais le parrainage qu'ils ont exercé sur le dialogue israélo-arabe. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, regardez comment s'est fait l'Union européenne, comment s'est constitué le marché commun, puis la communauté européenne. C'est-à-dire qu'on se mettait autour de la table et on se disait, si tu fais cette concession, moi je vais faire cette concession. Autrement dit, impulsé par les États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le projet européen s'est constitué par un mécanisme constant de concession réciproque entre les membres, entre les pays européens dans la région. Qui aussi avaient été en guerre. Imaginez que les pays arabes disent aux Israéliens « on continue la normalisation ». Notre opinion publique n'est pas forcément très favorable, mais l'avenir de la région, il est là, il est dans la paix, et il est dans la coopération. Et donc, on continue la normalisation, mais pas à n'importe quelle condition. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Comme les Européens ont fait. On le fait sans parrain extérieur, on le fait entre nous.
ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Dans la mesure où les pays arabes sont en mesure à la fois de faire pression sur les Israéliens, de dire écoutez, on va plus vite, on va moins vite, nous aussi on voudrait bien investir dans les nouvelles technologies israéliennes, mais à ce moment-là faites un geste en Cisjordanie, à Jérusalem, à Gaza, peu importe, à la manière dont les Européens ont procédé. De même, les États arabes peuvent dire au mouvement national palestinien ça suffit. Ça suffit la corruption, ça suffit les batailles entre vous, ça suffit le radicalisme des uns, ça suffit l'absence de charisme des autres. Vous devez fonder un mouvement national unifié, sinon nous ne défendrons plus votre cause. Et donc il y a des moyens de pression. Alors terminons sur cette lueur d'espoir. Espérons effectivement qu'il y a un marché commun, y compris dans cette région du monde, une union moyen-orientale, je ne sais pas comment on l'appellera. Merci Alain Frachon. Merci François.